Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les cafés Synapse, votre rendez-vous quotidien de 14 heures à 15 heures et sans pendant toute la période du confinement. Aujourd'hui, nous allons parler plaisir, nous allons parler amour, nous allons parler désir, nous allons aller vers une sexualité épanouie. Et c'est dans une excitation non dissimulée que je vais me mélanger avec Alain Héril. Bonjour Alain. Bonjour Laure. Alors moi aussi j'ai mon mic et j'ai Oh, l'effigie de Monsieur Freud. dis donc, coquin, tu as ramené Freud de chez Palo Alto, je te reconnais bien là. Oui, 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 toujours l'intégratif. Hum. Bien sûr, toujours intégratif. Et moi, j'ai ramené, tu as vu, mon orgasme thérapeutique, Ah, c'est génial. écrit par Alain Héril, évidemment. Oui, bien, merci. J'ai appris qu'il y avait des êtres humains bien éduqués qui se prenaient en photo avec ton livre et qui disaient que l'orgasme thérapeutique les aidait à lutter contre le Covid-19. Bah, écoute, c'est quand même un des effets du confinement assez étonnant, c'est de voir sur les réseaux sociaux des personnes avec effectivement voilà mon livre en main et puis en disant voilà la bonne réponse au Covid-19. Alors évidemment, l'orgasme aide à améliorer ses défenses immunitaires, mais bon, ce n'est pas la solution absolue, en tout cas par rapport à ce virus, mais en tout cas ça peut aider. C'est sûr, ça peut aider. Bah, tu vois, moi, je m'en suis fait un mug, alors je vais boire tes paroles aujourd'hui. Hum. Et comme on dit en hypnose, si on y croit, c'est que c'est vrai. En tout cas, ça va agir, donc je vais le faire. Et moi, je propose qu'on lance un jeu avec toute la communauté. Si vous avez envie de vous prendre en photo avec l'orgasme thérapeutique, faites-le et puis diffusez-le et envoyez-le nous. On sera ravis de partager ça avec vous. Juste une petite chose, puisque justement, plus il y a affinité, il est possible qu'on continue à faire des émissions même au-delà du confinement. Je vous rappelle aussi que dès aujourd'hui à 17h, il y a d'autres rendez-vous qui vont se faire. On est de plus en plus nombreux à suivre ce qui se passe dans les rendez-vous Synapse. Donc, il y a aussi les tea time qui vont commencer à se faire. Il y a toute l'équipe qui se met en mouvement pour proposer d'autres sujets, d'autres parfois protocoles. Donc, dès aujourd'hui, ça commence avec notamment le travail ardu de notre camarade Flo en régie et Loïc. Gloire à eux. Demain, pour rappel, il y aura une émission sur l'auto-hypnose animée par Christophe Kinbeiter et Franck Platzek. En attendant l'auto-hypnose, on peut aussi s'auto-érotiser, pourquoi pas. On va revenir pour l'ici et le maintenant à la sexualité. Je m'appelle Laure Roussel, je suis praticienne en thérapie brève. De ce fait, j'utilise notamment les outils de l'hypnose, de la PNL, de la DNR. J'ai une spécialité en sexothérapie, notamment grâce à toi, Alain. Et voici du coup Alain Héril, qui lui-même est sexothérapeute dans une approche gestaltiste, analytique. Il est auteur, comme on a vu tout à l'heure, et bien plus encore. Alain, est-ce que tu peux nous dire pour toi, qu'est-ce que c'est une sexualité épanouie? Alors, bon, évidemment, tu te doutes bien que cette question, elle est vaste. Et Oui. en tout cas, je vais essayer de donner les pistes qui me paraissent importantes pour aller vers une sexualité épanouie. C'est-à-dire, déjà, une première chose, c'est que, et ça, c'est une des bases de la sexothérapie, c'est pas tellement l'acte sexuel en lui-même qui est important. Ce qui est important, c'est tout ce qu'il y a avant. Pour avoir une sexualité épanouie, il me semble qu'il est important de réfléchir à tout ce qu'il y a avant qu'il y ait une relation sexuelle avec cet homme-là ou cette femme-là à cet instant précis. Donc, une sexualité épanouie, on est obligé de considérer le désir, les fantasmes, les projections, d'avoir fait un travail aussi sur soi, de connaître aussi dans quel univers éducationnel on a été par rapport à sa sexualité, c'est-à-dire de comprendre un petit peu d'où on vient pour savoir où on va. Et donc, une sexualité épanouie, elle se prépare avant l'acte sexuel lui-même. Et une chose générale qui est quand même assez importante, c'est que la plupart de nos contemporains pensent que la sexualité va de soi, mais la sexualité ne va pas de soi. Ce qui va de soi, c'est la procréation. Mais la sexualité en elle-même, ben moi, c'est ce qui me passionne depuis que je suis autour de ce thème-là. La sexualité en elle-même,
ce qui est important, c'est que c'est à la fois de l'éducation, de la politique, de la morale, de la culture, de l'inconscient, de la psychogénéalogie et tout ça. C'est-à-dire que la sexualité concentre un petit peu tout ça. C'est un espèce de carrefour. Et donc, une sexualité épanouie, bah, c'est une sexualité qui se réfléchit malgré tout, mais aussi avec des maîtres mots. Et les maîtres mots, j'en ai cité certains, c'est le désir, c'est le fantasme, mais c'est aussi, et je sais que tu participes de cette idée-là aussi, c'est aussi une sexualité joyeuse. C'est-à-dire que je m'aperçois à quel point, et je l'ai vu dans mes consultations, à quel point chez nos contemporains, la sexualité a un caractère un peu dramatique. Tu vois, bien souvent, c'est la scène 3 de l'acte 4. Tu vois, c'est débarrasser de cette dramatisation de la sexualité pour rentrer dans une sexualité qui soit joyeuse, ludique, émotionnelle, relationnelle, voilà ça. Alors évidemment, je n'ai pas la réponse absolue à cette question-là, mais en tout cas, c'est la piste. La piste, c'est d'aller vers quelque chose qui soit joyeux. Et je voudrais juste rajouter une petite chose aussi, c'est que je pars du principe que nous avons plusieurs sexualités à l'intérieur de nous. Nous avons, alors je ne vais pas toutes les citer, mais il y a plusieurs sexualités en nous, plusieurs axes de nos sexualités, on devrait dire les sexualités humaines. Et il me semble qu'une sexualité épanouie, c'est peut-être une sexualité où on se donne le droit de pouvoir explorer tous les champs de ces sexualités, de pouvoir être dans une sexualité plurielle. Donc, je ne parle pas de relation à plusieurs, hein, mais que nous soyons pluriel. Et donc pour moi, ce sont ces éléments-là qui aident à aller vers ce que j'appellerais une sexualité épanouie. Oui, oui, je comprends bien, effectivement, joyeuse, ludique, réjouissante. Et donc, on parle un peu d'expérience aussi, l'expérience de la vie, l'expérience de soi. Et j'aime bien quand tu dis cette idée de plusieurs sexualités, mais aussi dans le temps. C'est-à-dire que les sexualités d'aujourd'hui, ce sera peut-être pas celle de demain, c'était peut-être pas celle d'hier. Ce qu'on aime aujourd'hui, c'est peut-être ce qu'on n'aimait pas ce matin, cet après-midi, ce soir. Ce qu'on aime en confinement, c'est peut-être pas ce qu'on voudra expérimenter demain. Et inversement, et pourquoi pas, c'est le moment de se découvrir, de se redécouvrir au sens propre comme au sens figuré d'ailleurs. Oui, mais ça c'est important ce que tu dis là, parce que il est évident que la sexualité telle qu'on pouvait la concevoir à l'âge de 17 ans, c'est pas la même quand on a 30 ans, quand on a 60 et voire plus. Mais à l'intérieur de tout ça, il y a une espèce de permanence, c'est la question du désir qui est là de manière permanente. Et c'est très important aussi de pouvoir rentrer, si on parle de sexualité épanouie, dans une sexualité qui soit une sexualité de l'instant présent, c'est-à-dire de quoi j'ai envie, de quoi j'ai besoin, quelle est ma nécessité là, maintenant. On peut avoir une relation sexuelle absolument géniale le mardi soir. Hein, et on se retrouve le jeudi soir et on veut essayer de faire comme le mardi. Et ça, en général, c'est une erreur. C'est-à-dire que la sexualité du mardi soir n'est pas celle du jeudi soir. C'est-à-dire comment être dans un instant présent, dans le présent des corps, dans le présent du désir, et puis aller vers ce qui nous paraît bon, ce qui nous paraît nécessaire, au moment même où le désir il est là et on a envie de profiter de cette matière désirante, si je puis dire, pour s'aimer, parce que il y a quand même de l'amour dans la sexualité, quand même un petit peu. Il n'y a pas que de la pulsion. Hein. Et oui, aussi un petit peu. Mais il peut aussi ne pas y en avoir, ça dépend, comme on dit. On peut désirer quelqu'un qu'on n'aime pas et on peut aimer quelqu'un qu'on ne désire pas hein, aussi. Hein. Cela est très complexe, hein, bien sûr. Ouais, tout à fait. Mais j'aime beaucoup cette idée de devoir, de devoir, en tout cas, d'avoir envie et le désir de se remettre un peu en question à chaque instant, à chaque moment. Ça refait un peu du lien vers le mindfulness qu'on évoquait hier, cette idée de pleine conscience en permanence, que rien n'est jamais acquis, rien n'est jamais figé. En fait, la réalité du moment, c'est celle de l'instant. Ça va faire du lien avec ce qu'on va évoquer tout à l'heure sur le lâcher prise, accepter ce qui est au tenter et qui n'est pas ce qui est à venir demain et qui est toujours différent. Tu parlais de jeu, de découverte. Tu voulais proposer le portrait chinois, qui est un moment de questionnement érotique qui est à la fois ludique, joyeux et en même temps qui ouvre vers une connaissance de soi et de l'autre. Je te propose de commencer à le faire. Oui, parce que juste en introduction, si je puis Oui, vas-y.
par rapport à ça, c'est que on pense la sexualité la plupart du temps dans le fait que c'est un lien entre soi et quelqu'un d'autre. Mais c'est d'abord et avant tout un lien de soi à soi. Je parle pas de masturbation quand je dis ça. C'est vraiment une connaissance de soi, une connaissance de son désir. Et la première chose pour aller vers une sexualité épanouie, c'est déjà d'avoir fait un travail sur soi qui soit le plus conséquent possible. Donc, le portrait érotique chinois, c'est un petit outil que j'ai beaucoup utilisé en cabinet, qui permet de manière ludique, parce qu'il me semble que c'est bien d'avoir des outils qui soient ludiques aussi, de manière ludique, d'avoir une mine de rien, une connaissance de son organisation sexuelle personnelle. Donc, on va commencer, et ceux qui sont en train de nous écouter, de nous regarder, je propose qu'ils soient à leur feuille, à leur crayon pour répondre aux questions. Le portrait érotique chinois, c'est-à-dire si votre sexualité était un animal, premier item, quel serait cet animal? C'est-à-dire l'idée, c'est que vous pensez à un animal qui va représenter votre sexualité. Alors, ce qui est intéressant dans ce travail-là, c'est d'être à la fois réfléchi et spontané. C'est-à-dire que qu'il y a peut-être un animal qui va venir tout de suite. Tout d'un coup, je sais pas, moi, une fourmi. Et vous dites, mais non, pourquoi une fourmi? Ma sexualité, c'est un tigre. Voilà, c'est. Mais s'il y a un animal qui s'est imposé à vous et que vous le mettez de côté, gardez-le quand même parce que ça raconte quelque chose de vous, bien entendu. Voilà. Donc, si votre sexualité était un animal, premier item. Deuxième item, si votre sexualité était une plante ou un arbre, ça serait quelle plante ou ça serait quel arbre? Là encore, à la fois réfléchi et spontané. Voilà, ça c'est le deuxième item. Troisième item, si votre sexualité était une personne célèbre, réelle, c'est-à-dire quelqu'un qui existe ou quelqu'un qui a existé. Par exemple, je ne vais pas vous donner trop d'exemples pour pas vous influencer. Par exemple, Napoléon, voilà, c'est-à-dire célèbre, réel ou n'ayant pas ou ayant existé. En 4, si votre sexualité était une personne célèbre imaginaire, donc c'est une personne qui est célèbre mais qui n'a pas existé. Mickey Mouse est célèbre mais n'existe pas. Le Père Noël est célèbre mais n'existe pas. Je suis désolé pour ceux qui ne le savaient pas. Là, c'est la grande révélation d'aujourd'hui. En 5, si votre sexualité était une chanson ou un genre musical, quelle serait cette chanson ou quel serait ce genre musical? J'ai le jerk là, qui m'est venu comme ça, voilà, je le partage. Comment? J'ai le jerk qui m'est venu, je le partage. Le jerk, d'accord. Alors, c'était pas réfléchi, là, c'était juste spontané. Ouais. Eh bien, en 6, c'est une question importante. Si votre sexualité était un fléau, quel serait ce fléau? Alors, en sachant que je sais qu'à l'heure actuelle, il y a un fléau à l'idée, sans aucun doute, mais essayez peut-être de penser à un autre type de fléau. Il n'y a que le Covid-19 comme fléau, voilà. Donc, encore un tout petit peu de temps, voilà, pour que vous finissiez d'écrire. Voilà, c'est un jeu, prenez-le vraiment comme un jeu. Et puis, on vous donnera un petit peu plus tard les liens, parce que évidemment, c'est un jeu, mais c'est un jeu qui est extrêmement réfléchi, pensé, travaillé dans un comité scientifique international qui a déterminé le portrait érotique chinois comme étant la bonne mesure de la connaissance de votre sexualité. Voilà. Un petit peu de Freud. Un petit peu de Freud. On est toujours à boire Freud et boire de l'orgasme. Alors, il y a effectivement des fléaux Covid, AGA. Un petit écho. Et puis, il y a des pangolins aussi qui sont revenus dans les animaux. Bonjour à tous. Oui, je fais une petite, un petit bémol et effectivement, on voulait en parler avec Alain quand on préparait l'émission. C'est quelque chose qui revient souvent dans la connaissance de soi, de sa propre sexualité, comme
de l'amour et le désir et la sexualité. Encore une fois, on n'est pas là pour dire ayez un orgasme par jour ou ayez des désirs, sinon vous avez raté votre vie sexuelle, voire vous avez raté votre vie. La connaissance de soi et le développement personnel et l'estime de soi, c'est aussi être en harmonie avec le fait de ne pas avoir de désir si c'est important pour vous au tenter, quel que soit là où vous en êtes dans votre vie. Il y a des gens qui sont complètement hors sexualité, asexués, on dit, et ils sont extrêmement heureux comme ça, et ils en ont tout à fait le droit. Et un accompagnement en sexothérapie sera tout à fait de les mener à être en harmonie avec cette absence de désir et qu'ils soient complètement bien avec ça et trouver la voie pour assumer pleinement ce positionnement. Donc effectivement, soyez bien aussi avec ça. Et même dans votre portrait chinois, pourquoi pas, il y a des animaux, je pense notamment au panda. Le panda, il a un rapport sexuel dans l'année et encore. Il y a 2 jours, je crois, dans l'année où il peut se reproduire et c'est tout. Bon, bah, même dans le règne animal, ça existe. Voilà, rien n'oblige encore une fois à avoir une vie sexuelle ou des orgasmes. Ça, c'est encore une fois, ça vous appartient et tout va bien aussi. Mais tu vois, oui, mais cette parenthèse est importante parce que le thème, c'est la sexualité épanouie aujourd'hui. Et donc, la sexualité épanouie, et là, c'est aussi un des présupposés et un des postulats de la sexothérapie, c'est pas l'accumulation qui crée la sexualité épanouie. Moi, j'ai eu beaucoup de patients qui arrivaient dans mon cabinet, qui avaient toute la checklist. Hein, voilà, c'est-à-dire club échangiste, ça s'est fait, sodomie, ça s'est fait, relation à 3, ça s'est fait, et puis qui me disaient, mais j'ai tout fait, je suis pas heureux. C'est quoi cette histoire? Parce que il me semble qu'une sexualité épanouie, c'est une sexualité qualitative. Et la qualité, elle n'est pas forcément en lien avec une sexualité accumulative ou une sexualité obligatoirement de performance. Donc, on est aussi dans une époque à l'heure actuelle, les hommes comme les femmes d'ailleurs, où nous avons des espèces d'injonctions à l'orgasme, où nous avons des injonctions à la sexualité, où il faut qu'on soit toujours en rut, toujours prêt, et tout ça, les hommes comme les femmes. Et donc, là-dessus, effectivement, moi, il me semble que c'est important, et c'est ce qu'on disait, de revenir à soi, et vraiment d'être à l'écoute de soi-même. De quoi a-t-on besoin? Ce qui me paraît être permanent, et je le répète dans la sexualité, c'est la question du désir. On peut être désirant, sans forcément avoir envie d'une relation sexuelle là maintenant. Et puis le désir, il peut aussi s'exporter ailleurs que dans la sexualité. Le désir, la libido, ça peut nous rendre créatifs, ça peut nous donner envie de faire des choses qui sont pas forcément sexuelles. En psychanalyse, on appelle ça la sublimation. La sublimation, c'est utiliser l'énergie sexuelle à d'autres fins que la sexualité. Et c'est plutôt une bonne chose. Donc, l'important, c'est que nous soyons désirants, mais pas forcément que nous soyons actifs sexuellement à tout moment de notre vie. Ça, c'est cumulatif et ça me semble pas être en lien obligatoirement avec ce que personnellement j'appellerais une sexualité épanouie. Pas mieux, capitaine. Absolument. Mais c'est vrai, cette question-là, elle nous revient très, très, très souvent. Le fameux suis-je normal? Je n'ai pas envie, je n'ai pas de désir. On revient à la question du contexte. On l'abordait un petit peu avec Stéphane aussi en systémique. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Est-ce que il y a d'autres questions dans votre vie? Est-ce que vous êtes fatigué? Est-ce que vous avez des soucis? Est-ce que tout simplement, il y a peut-être une forme de routine aussi? Qu'est-ce qui vient activer le fantasme? Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé? Est-ce que bref, on va y revenir peut-être en déroulant davantage cette émission. Après, on a qu'une heure, donc on peut pas tout dire évidemment en une heure. Bien sûr. Mais c'est sûr. En tout cas, revenir toujours à la légitimité. Qui que vous soyez, où que vous soyez, vous avez le droit d'être la personne que vous êtes, avec la corporalité que vous êtes, avec les zones érogènes que vous avez ou que vous n'avez pas, que vous désirez ne pas avoir, peu importe, dans votre schéma corporel, dans vos représentations, ça vous appartient. La question de savoir, est-ce que ça vous limite? Est-ce que vous en souffrez? Est-ce que vous avez envie d'en faire autre chose ou pas, en fait? Donc, oui, et tu parles du corps, tu parles du corps, Laure. Oui. Je crois que c'est important aussi que nous insistions ici sur la dimension corporelle. Oui. Parce que
autant que je me souvienne, il me semble quand même que le corps est assez engagé dans la sexualité, en tout cas dans l'acte sexuel. Et oui, ah oui, c'est. Oui. Ah, c'est ça. Et, et- et donc, On va voir. ce qui me paraît important quand même aussi, c'est de ne pas mettre de côté dans le lien à sa sexualité, de ne pas mettre de côté le rapport au corps. C'est-à-dire que c'est important. Moi, j'ai une formule un peu toute faite que j'emploie souvent, qui est comment nous pouvons être en amitié avec notre propre corps. Et être en amitié avec son corps, c'est quand même une base essentielle pour ensuite entrer en sexualité et rencontrer le corps de l'autre et laisser l'autre rencontrer notre propre corps. Donc cette amitié avec soi-même, elle passe par un certain nombre de choses. Et je crois que tu avais un exercice aussi autour du miroir qui est peut-être intéressant à présenter ici sur le rapport à son corps. Oui, oui, absolument. Ben, la question, on revient toujours un peu au narcisse dans sa dimension positive. C'est que c'est important de se rencontrer soi-même. On disait toujours que comment on se connaît et puis comment on est en amour avec soi, en amitié avec soi. Est-ce que on a une vision un peu associée de soi? Je repense aux mamans avec leurs enfants, hein, comme elles prennent les contours, les notions de handling. Est-ce que je suis en conscience des contours de mon corps? Est-ce que je le regarde avec amour et bienveillance? Alors ça paraît toujours être des mots un peu new age comme ça, amour et bienveillance, mais c'est fondamental. En fait, à un moment donné, si on engage sa corporalité dans la relation à l'autre, c'est important de se demander si moi, quand je me touche moi-même ou quand je me regarde dans le miroir, je le regarde avec sincérité et est-ce que je peux le regarder? Alors parfois, en fonction de son rapport à soi-même, c'est difficile de le faire et je peux très bien le comprendre. Moi, j'ai 40 ans, j'ai yoyoté dans ma vie, comme beaucoup de personnes, je ne sais pas, je peux que me mettre à la place d'autres. Il y a un exercice que j'aime beaucoup proposer aux hommes et aux femmes, c'est de se regarder dans le miroir tous les jours et d'observer 3 endroits de leur corps et de les nommer, de les regarder et de leur renvoyer quelque chose de très doux, de très gentil. Alors, pour certaines personnes, c'est très difficile, mais vous pouvez prendre juste un tout petit détail, un grain de beauté, peut-être, je sais pas, c'est le pli du nez, est-ce que c'est le pli du cou, est-ce que c'est le creux poplité, j'aime bien ce mot-là, le creux poplité, c'est le derrière le genou, c'est quelque chose qu'on regarde pas, ça. Donc, parfois, c'est bien d'avoir un miroir en pied, peut-être même un triptyque, et puis se regarder dans ses 3 faces. Il y a, est-ce que c'est juste mon épaule? Et commencer un peu d'abord par morceaux, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas leur schéma corporel dans leur entier. Et petit à petit, comme ça, reconstruire une image de soi complète. Parce qu'effectivement, il y a des moments où on est un petit peu dissocié de soi-même. C'est du travail qu'on fait aussi en cabinet, le principe de réassocier complètement l'image de soi au schéma corporel. C'est de la psychocorporalité, en fait. Hein. Et prendre un petit peu de temps tous les jours et tous les jours noter des endroits différents. Ah, tiens, toi, mon petit lobe d'oreille, je t'aime bien. Toi, mon petit cou, tiens, toi, mon dos. Et petit à petit, réassocier tout. J'ai une amie qui s'appelle Violaine Kahl qui a fait des podcasts qui s'appellent Shapes, comme ça, où elle a proposé à plein de femmes différentes, comme ça, de se regarder dans le miroir et elles témoignent chacune. Voilà, merci pour le synthé là qui vient. Et en fait, ce sont des femmes qui témoignent de leur rapport à leur corps, des corps très différents, des âges très différents. Je vous invite à les écouter aussi, à observer qu'est-ce que ça vous fait vous-même quand vous êtes face à votre miroir et que vous observez, vous vous accueillez complètement et voir comment ça vous engage aussi dans le rapport à l'autre. Ce qui me fait penser à, d'ailleurs, quand on veut s'engager dans la sexualité, je fais un petit traverse, à effectivement avoir un petit peu de connaissance de soi et de l'anatomie humaine, ça ne mange pas de pain, comme dirait ma grand-mère. Je ne sais pas ce que tu en penses, Alain, si c'est le moment ou pas de parler de tout ça. Qu'est-ce que je pense de ta grand-mère, c'est ça? Ah, je suis sûre que tu en penses que du bien de ma grand-mère. Bien sûr. Mais oui, oui, je vais tout à fait dans ton sens dans le rapport au corps. Par rapport à l'exercice dont tu parles vis-à-vis du miroir, il y a une chose aussi qui Oui. peut être importante quand on se regarde en pied, quand on voit son corps en entier, et qu'il y a des parties de son corps qu'on n'aime pas. C'est juste de se demander, mais qui parle?
est-ce que c'est vraiment moi qui n'aime pas mes seins, qui n'aime pas mes cuisses et tout ça, ou est-ce que c'est pas une injonction sociétale? Est-ce que c'est pas les résurgences d'une parole parentale qu'on aurait gardée, introjectée à l'intérieur du corps? C'est-à-dire de savoir quel est son véritable avis soi-même sur son propre corps et non pas comment on colporte des avis extérieurs à soi vis-à-vis de son corps. Et ça, c'est une notion qui est importante et je m'aperçois à quel point dans notre période où il y a beaucoup de virtualité, il y a beaucoup de représentation du corps, beaucoup d'avatars du corps sur les réseaux sociaux, de revenir au corps réel, au corps tangible, au corps palpable. Tu parlais de handling tout à l'heure, c'est important, c'est vraiment de sentir ces frontières charnelles et de les mettre en jeu. Et vraiment, j'utilise le mot jeu de façon consciente, de les mettre en jeu dans le rapport à l'autre. Ce sont des choses qui sont absolument fondamentales si on veut avoir une sexualité qui soit fluide, qui soit tranquille. Alors bien sûr, je sais bien que c'est pas facile, mais c'est pas parce que c'est pas facile qu'on n'a pas à le tenter et à aller vers ce rapport, cette mise en amour de son propre corps, cette mise en amitié avec son propre corps, qui est quelque chose d'absolument nécessaire. Sinon, on va demander à l'autre de le faire à notre place. Sinon, on va demander au regard de l'autre de faire exister notre corps comme espace désirant. Et ça, c'est quelque chose qui peut faire le lit, là encore sans mauvais jeu de mots, qui peut faire le lit aussi à la dépendance affective. C'est-à-dire qu'on n'éprouve du désir que parce que toi, tu me désires. Et c'est comment arriver à faire en sorte que le désir, il soit endogène, qu'il soit à l'intérieur de soi et qu'ensuite on le mobilise vers l'extérieur. Et tout ça, c'est un travail sur soi et c'est un travail fondamental. Oui, oui, tout à fait. Et puis c'est un pas aussi vers l'estime de soi, de l'importance de savoir ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, de respect de soi. En fait, on fait un pas vers l'intimité. Encore une fois, oui, oui, oui. Oui. Oh, Et l'estime de soi, à mon avis, ça passe par l'affirmation de soi. oui, Et ça me paraît important, justement, de vivre une sexualité épanouie à travers une affirmation de soi, à travers l'affirmation de son désir et à travers un aller vers, ça c'est un terme de Gestalt, un aller vers l'autre. Mais pour qu'il y ait un aller vers l'autre qui soit constructif, il faut qu'il y ait un aller vers soi-même qui soit constructif aussi. absolument. J'adore. Je bois tes paroles. On peut peut-être aussi, juste une chose aussi par rapport à ce que tu disais tout à l'heure sur le rapport au corps. Il y a un exercice que moi j'ai souvent proposé aux couples et les personnes qui nous regardent et qui nous écoutent peuvent peut-être justement en cette période de confinement, s'ils sont en couple, le travailler. C'est tout simplement écrire faire un éloge sur une feuille au corps de l'autre. C'est-à-dire d'écrire un texte sur le corps de l'autre ou sur une partie du corps de l'autre, mais un éloge évidemment qui soit positif et tout ça. Mais ce qui est intéressant, c'est de l'avoir fait aussi par rapport à soi. Ça peut être intéressant d'écrire une lettre à son propre corps et d'écrire une lettre à son corps tel qu'il était avant, tel qu'il est maintenant et tel qu'on le voudrait plus tard. C'est-à-dire vraiment de dialoguer avec le corps. On a peu l'habitude de ce dialogue avec son corps. Souvent, on va utiliser le mental pour contenir le corps ou pour l'obliger à se détendre et tout. Mais dialoguer avec lui, laisser cette fluidité se mettre en place, c'est quelque chose qui ne peut qu'être bon pour une sexualité qui soit épanouie. Et oui, et oui. Ça me fait penser à cette réplique de Brigitte Bardot. Et mes fesses, tu les aimes, mes fesses? Oui, c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est important qu'il puisse y avoir des mots portés, posés sur le corps de l'autre. C'est-à-dire que moi je crois beaucoup que dans une sexualité épanouie, que dans la sexualité en général, je crois beaucoup à la dimension poétique de la sexualité. Et la poésie, c'est pas simplement que les fleurs et les petits oiseaux. Il peut y avoir une poésie très charnelle, très, je dirais presque même brutale aussi, mais de la poésie, c'est-à-dire quelque chose qui amène de la métaphore, qui amène de la symbolisation, qui n'est pas simplement que dans le cru de la sexualité, mais qui est aussi, voilà, dans les mots, dans la façon dont on va habiller la sexualité avec des mots. Et moi, j'aime bien le terme poème parce que moi, j'entends que le poème, la poème. Et c'est cette dimension-là que je pense qu'il est important de trouver et de retrouver dans sa sexualité.
Oui, oui, tout à fait. Ah, on me dit dans l'oreillette qu'on en est déjà à la moitié du live. Et Déjà, juste, ah oui. et oui, et oui. Et pour nourrir cette poésie, on ne peut que vous encourager à vous-même aller nourrir un peu votre imaginaire, aller nourrir votre fantasme, aller voir. Il y a tellement de peintres, il y a tellement de littérature érotique, il y a tellement de choses. On vous proposera tout à l'heure des références, mais c'est tellement aisé, aisant, facile d'aller nourrir votre œil, votre oreille, votre sensualité. C'est peut-être pour revenir vers des choses peut-être un petit peu plus crues, mais on avait un petit peu envie de vous en parler, c'est-à-dire que pour aussi dire ce que vous aimez, pour vous découvrir vous et découvrir votre corps et peut-être aussi le corps de votre partenaire, un petit peu de connaissances anatomiques, c'est quand même assez agréable. Alors moi, quand je travaille en cabinet, je crois, Alain aussi, tu fais ça. J'aime bien faire un petit peu de pédagogie. Alors là, on va pas vous le faire parce qu'on n'a pas le temps, mais j'ai des planches anatomiques comme celle-là. Alors, on va vous envoyer le lien. Là, j'ai trouvé celle-là là sur le site d'université de Genève. C'est une université suisse. Ils font plein de trucs super en Suisse. Voilà, on vous décrit bien l'anatomie masculine et féminine. Puis alors, ce qui est super, c'est si vous voyez, regardez les codes couleurs. Ils font vraiment l'équivalence entre les gamètes masculines et féminines. Ça vous permet de bien comprendre en fait le schéma et le clitoris et le pénis notamment avec, vous voyez, les équivalences de corps caverneux. Hein, je pense au clitoris qui est de plus en plus connu, mais pas suffisamment. Moi, je m'étonne notamment encore au cabinet, j'ai des clients de tout âge et pourtant on se dit aujourd'hui, avec toute la toile qui est inondée vraiment de partout, de documents, de livres dans tous les sens, on a l'impression que tout le monde le connaît. Moi, je suis épatée encore de voir que j'ai des jeunes hommes, des jeunes femmes qui pourtant ont réussi à échapper à l'information. Bah, allez-y, apprenez. C'est facile, c'est le moment, vous êtes confinés, peut-être que vous avez des enfants. La parodie en début d'émission, théoriquement, c'est une émission qui est censée pas être suivie par les moins de 18 ans, mais bon, c'est à la discrétion des parents. Voilà, ça c'est un clitoris qui est content, c'est un clitoris qui est content, mais qui est quasiment en taille normale. Ouais, bah celui-là je l'ai fait moi-même avec de la pâte Fimo, pourquoi pas, faites un atelier. Voilà, vous voyez là, c'est les corps caverneux avec les branches. Ça, c'est la partie externe, le capuchon clitoridien. Voilà, donc qui est pris comme ça dans les lèvres. Regardez sur le site qui vous a été diffusé en ligne. Vous pouvez tout trouver. Vous pouvez télécharger les planches, les regarder, les imprimer. Prenez de la pâte Fimo, amusez-vous à sculpter des pénis, sculpter des clitoris. Enfin, je sais pas si ça vous amuse. Moi, je trouve ça merveilleux. Si vous-même vous avez un cabinet, bah, faites-le, faites de la pédagogie. Les hommes, les femmes ont besoin de comprendre, à mon sens, comment leur corps est fait. Moi, j'adore. Moi, j'ai une fille qui a 13 ans. Elle est donc à l'aube de son adolescence. Et je suis très fière de dire qu'elle disait encore à ses camarades de collège, bah, tu vois, mon sexe, il fait partie de mon corps. T'as un sexe comme t'as des mains, bah, ce serait bien que tu le connaisses. Elle disait ça à ses camarades. Et je trouve ça vraiment super. Donc, effectivement, à un moment donné, l'intégrer dans son schéma corporel, comprendre comment il fonctionne, c'est bien et ça permet d'être à l'aise avec et du coup ensuite encore une fois d'être en estime de soi, connaissance de soi pour pouvoir dire ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Et encore une fois, on parlait d'auto-hypnose, d'auto-érotisation, on n'est pas là pour dire masturbez-vous, mais faites ce qui est bon pour vous, évidemment. En même temps, c'est un pas vers la connaissance de soi et de ce qu'on aime, de ce qu'on n'aime pas. Donc, c'est une manière de savoir comment on fonctionne, de savoir son corps, ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Alain me redisait ce matin ou hier, comme depuis le confinement, les ventes de sextoys avaient explosé. Je rappelle que chez Démonia, il y a 30% sur la roulette à picot en ce moment, je crois. Ça me faisait rire. Documentez-vous, il y a plein de choses à faire. Par rapport à ce que tu dis, tu vois, sur la connaissance du corps et Ouais. comment tu sais très bien, je suis tout à fait dans ton sens. C'est plus et ça, les études, vous pouvez les retrouver sur Internet, elles vont toutes dans le même sens. On a une meilleure connaissance de son corps et de son intimité, plus on va vers une sexualité qui est une sexualité relativement tranquille. Et ça, c'est valable fondamentalement pour les ados. C'est vrai qu'on a l'habitude de dire que les ados, ils sont sur Internet, qu'ils voient plein d'images pornographiques et tout ça, mais il y a vraiment un travail à faire au niveau de l'éducation sexuelle des adolescents.
mais une éducation sexuelle qui soit le fait de les aider à comprendre comment leur corps est fait. Et ces planches anatomiques, moi, le nombre de fois où je les ai sorties pour des ados, garçons et filles, pour leur montrer comment ils sont faits, alors que ce travail-là était sans aucun doute fait à l'école, mais ils sont passés à côté. Et puis aussi, nombre d'adultes qui connaissent pas. Tu vois, tu viens de montrer ce qu'on appelle la véritable anatomie du clitoris. Je me rappelle, il y a 2 ans, pas longtemps, j'ai fait une conférence à Aubenas devant 500 personnes. Et autour de la sexualité féminine. Et j'ai montré des planches anatomiques et donc cette anatomie du clitoris. J'avais des adultes en face de moi et principalement des femmes. Et après, je leur ai dit, quelles sont les personnes qui voient ça pour la première fois? J'ai plus de la moitié de la salle qui a levé la main. Donc il y a vraiment un travail pédagogique à faire et qui est très important parce que c'est quelque chose qui aide justement, je parlais de dédramatisation, à dédramatiser la sexualité, c'est-à-dire et surtout à dédramatiser quelque chose qui fait beaucoup de mal, si je puis dire, dans les couples, c'est cette espèce de dictature de la pénétration. Et où voilà, il faut à tout prix qu'il y ait pénétration. Je ne dis pas que c'est pas important, mais en même temps, finalement, la jouissance féminine, elle n'est pas liée qu'à la pénétration, loin de là. Et c'est vrai que c'est quelque chose aussi qui peut aider tous ces hommes qui souffrent de difficultés d'érection ou autres, simplement de savoir que leur organe sexuel, c'est pas que leur pénis, c'est aussi leurs mains, leur langue et tout un tas d'autres choses qui sont là au service d'une rencontre sexuelle et agréable avec l'autre. Oui, oui, et je trouve que tu viens de lever un loup, sans mauvais jeu de mots, qui est fondamental. C'est la problématique du scénario sexuel tel qu'on l'a en France, à savoir pénétration, enfin préliminaire, pénétration, orgasme, période réfractaire, qui est vraiment un schéma très hétéronormé déjà, oui. sur lequel il y a plein de fautes, un peu de partout. Déjà, le terme de préliminaire, il encadre des représentations qui sont extrêmement figées. En termes de pénétration, ça vient figer quelque chose, orgasme. Donc en fait, chaque étape est erronée. Déjà, comme si préliminaire, ça sous-entendait qu'il y avait une étape. On pourrait se dire, mais à quel moment ça commence, à quel moment ça se termine, ça ne veut rien dire. Pénétration aussi, et ça entraîne des complexes chez les hommes et chez les femmes, parce que effectivement, une femme qui a moins de plaisir par la pénétration que par d'autres stimulations, ne serait-ce que par un regard, par la peau, elle a l'impression qu'elle est en échec érotique. Un homme qui a des difficultés érectiles ou qui a des éjaculations précoces de type primaire ou secondaire, il se sent en échec, et tout d'un coup, ça vient stigmatiser une sexualité à tous les niveaux, alors que il n'y a pas de raison de tout cela. Et on peut peut-être montrer le schéma, le schéma dont tu parles, le schéma de Kaplan. Oui. Voilà, qui est parce que ce qui est intéressant, c'est que ce schéma-là, il montre bien, tu vois, aussi les phases sexuelles, la phase de désir, d'excitation, de plateau, d'orgasme. Et moi, j'aime bien le terme de résolution. Oui. Voilà. C'est aussi le travail qu'ont fait William Masters et Virginia Johnson dans les années 60 également. Voilà. Alors c'est intéressant, mais je trouve que ça conditionne notre rapport à la sexualité. Je vais tout à fait dans le sens de ce que tu disais, parce que ça segmente la sexualité et ma foi, ça laisserait entendre que forcément une fellation ou un cunnilingus, c'est obligatoirement du préliminaire. Alors qu'on peut avoir une relation sexuelle, me semble-t-il, tout à fait satisfaisante, sans pénétration. Et donc c'est comment ce genre de schéma a été utile pour comprendre comment nous fonctionnons sexuellement, mais à la fois c'est quelque chose qui est enfermant parce que on peut faire l'enquête autour de soi. Enfin, quand on pourra sortir, bien entendu, et demander aux gens, voilà, qu'est-ce qui est important pour vous dans une relation sexuelle, la plupart du temps, les gens vont dire la pénétration. Et en fait, moi, j'ai eu beaucoup de patients hommes qui avaient des difficultés, des éjaculations précoces, notamment au moment de la pénétration, et leur dire, mais si vous aviez une relation sexuelle sans pénétration, ils me regardaient en me disant, mais c'est pas possible, ça n'existe pas. Dès qu'ils essayaient, tout d'un coup, ils s'apercevaient que là, le stress retombait, mais retombait de façon
majeur et que tout d'un coup, ils arrivaient à rentrer dans une sexualité où il y avait plus de jeu. Parce que quand une sexualité où il y a du jeu, c'est quoi? C'est une sexualité où c'est un jeu sans enjeu. Donc c'est aussi ça, c'est-à-dire le plaisir de rencontrer l'autre dans la sexualité, à mon avis, doit être supérieur à la recherche absolue de l'orgasme. Donc l'important, c'est la rencontre avec l'autre et avec soi-même. Si l'orgasme arrive, c'est bien, c'est la cerise sur le gâteau, mais sinon ça nous conditionne et ça nous enferme dans une espèce de pression absolue qui pose problème à beaucoup de nos contemporains. Et oui, tout à fait. Mais tu fais un lien très naturel vers la question de l'orgasme et du lâcher prise, comme effectivement l'orgasme devient un enjeu absolu et de ce fait devient contre-productif par rapport au fait d'y arriver, si je Oui. veux dire. Ça me fait penser un peu à cette origine perdue qui dit que l'orgasme, finalement, plus tu le cherches et moins tu le trouves, et que finalement, c'est plutôt lui qui vient à toi, en fait. Exactement. Je dirais même que c'est presque, si tu me permets, moi, ça m'amène presque à la dimension spirituelle de la Oui, sexualité. bien sûr, bien sûr. C'est-à-dire que c'est vraiment comment arrêter de chercher et se laisser trouver. Et je pense que l'orgasme, plus tu te laisses trouver par l'orgasme, et plus tu peux le rencontrer. Mais si tu le cherches, voilà, c'est comme s'il avait un côté un peu espiègle et qu'il était tout le temps en train de chercher à t'échapper et autres. Voilà, c'est comment je m'ouvre, comment je mets en place à l'intérieur de moi de l'expansion pour que ça arrive. Et quand ça arrive, c'est toujours joyeux, c'est toujours puissant, et c'est toujours avec soi et avec l'autre. Oui, c'est toujours ces questions qui reviennent aussi au cabinet. C'est je fais de l'anorgasmie ou je n'ai pas d'orgasme ou je n'y arrive pas. Et en même temps, qu'est-ce que c'est qu'un orgasme? Et en même temps, est-ce qu'on pourrait vraiment le définir? En même temps, c'est un peu idiosyncratique à chacun. Comment tu le vis, comment tu le nommes, comment tu le ressens. Il y a plein de séries je pense à une série qui s'appelle Girls, comme ça, où il y a des débats incroyables autour des sensations. Et la question du lâcher prise, même si c'est un petit peu non spécifique, qu'est-ce que ça signifie? Mais ça fait du lien, encore une fois, à ce qu'on a entendu en pleine dans les émissions de Jean Do et Céhil sur la pleine conscience, et accepter ce qui se passe. Juste ne pas être dans un objectif de résultat, en fait. Juste, on est là, on est en lien avec l'autre, ou peut-être simplement en lien avec soi-même, parce qu'on peut avoir des orgasmes merveilleux en couple avec soi, le couple intérieur. Je repense à cette notion, en fait, un peu. Et aussi en spiritualité. Je pense à des liens, puisque tu as fait un pont vers ça, des choses qu'on peut vivre aussi dans certaines formes de tantra, ou dans toutes les formes de tantra. Après, chacun va ouvrir comme il a envie d'ouvrir dans ses propres expériences. Mais est-ce qu'on est dans effectivement une extension des champs de conscience, dans une forme d'extase, dans quelque chose de mystique? Est-ce qu'on est dans... Mais tu vois, par rapport à ça, puisqu'on est là sur le thème de l'orgasme, pour écrire ce livre sur l'orgasme thérapeutique, j'ai lancé une enquête sur Facebook, et j'ai eu 600 témoignages sur énorme. Je m'attendais pas à tant. Et dans l'une des questions que je posais, je disais aux gens, décrivez-moi un orgasme. Et j'avais des personnes qui me disaient, je peux pas décrire un orgasme parce que j'ai différents types d'orgasmes. Donc, ils me donnaient 4 ou 5 définitions différentes. Et sur les 600 témoignages, eh ben, c'est un florilège de descriptions, c'est toujours extrêmement poétique, c'est jamais quelque chose d'essentiellement anatomique. Et en même temps, moi je crois, et ça va parler aux personnes qui font de l'hypnose, bien sûr. Je crois que fondamentalement l'orgasme est une transe, et que donc la difficulté d'accès à l'orgasme peut être liée aussi à la peur de lâcher prise, à la peur d'entrer dans cet état de transe où à un moment donné, ce n'est plus nous qui avons l'absolu contrôle des choses. Nous sommes embarqués par quelque chose que nous ne connaissons pas et qui pourtant est encore nous. Donc c'est tout ce paradoxe-là qui est vécu dans la dimension orgasmique. Mais tu vois, par exemple, les patientes
que j'ai pu avoir et qui venaient me voir pour une absence d'orgasme, la question que je leur posais était quasiment toujours la même. Ok, vous n'avez pas d'orgasme, vous voudriez en avoir, mais qui seriez-vous si vous aviez des orgasmes? Non pas qu'est-ce que vous ressentiriez, mais qui seriez-vous? Et souvent, j'avais des patientes qui me disaient, ben, je serais peut-être une salope, une femme qui aime ça, quelqu'un à qui on pourrait penser qui a envie de tromper son mari et tout ça. C'est-à-dire qu'il y a aussi dans l'orgasme une dimension existentielle. C'est-à-dire, c'est qui sommes-nous quand nous orgasmons? Et qui sommes-nous dans ce moment-là? Et j'ai tendance à penser que l'orgasme est aussi une rencontre avec une dimension de soi que nous ne connaissons pas suffisamment et que nous découvrons à ce moment-là. Et peut-être que les hommes qui ont des difficultés d'orgasme, parce que les éjaculateurs précoces, ils ont des difficultés orgasmiques, hein, c'est-à-dire qu'il y a pas de sensation orgasmique chez les éjaculateurs précoces, il y a une sensation réflexe, mais pas avoir d'orgasme, ces deux cas de figure-là, c'est simplement de regarder aussi s'il n'y a pas une difficulté existentielle de rencontre avec soi dans cette dimension de lâcher prise et dans cette dimension de transe. Oui, oui. Mais il y a effectivement, il y a deux niveaux. Il y a le niveau culturel et éducatif. C'est qui je suis si j'accepte d'être dans ma jouissance en fonction de ma culture, d'autant plus si on est en Occident, j'entends. Et d'autre part, dans mon lâcher émotionnel, parfois on dit qu'un orgasme entre 4 à 8 secondes, on vit l'ensemble de ces émotions de manière intense. Et notamment, je pense à ma part animale, à ma colère, à ma haine, à ma et plus encore. Est-ce que j'accepte de me voir moi à cet endroit-là où je suis fragile? Et il y a tous ces niveaux effectivement, et ça pose toutes ces questions qui sont à la fois merveilleuses et à la fois vertigineuses, complètement. Tout à fait, et qui changent avec l'âge et qui Oui. sont différentes et qui sont obligatoirement singulières. C'est pour ça que dans la formation de sexothérapie que je propose et que je fais à Synapse, il y a vraiment cette idée que de regarder la singularité du patient, du client qu'on a en face de nous, parce que c'est de sa sexualité à lui dont il s'agit et non pas d'une espèce de sexualité globale qui serait la même pour tout le monde, qui la plupart du temps est très hétéronormée, qui la plupart du temps est très pénétrative, la plupart du temps est très en lien avec le système patriarcal dans lequel nous sommes. Bah, c'est de se dégager de ça pour rencontrer l'individu dans son rapport à son désir et à son plaisir. Ça rend les choses très complexes, mais tellement passionnantes, tellement passionnantes. C'est Tout à fait. Santé Freud. Oui, parce que je vois des questions. Oui, il est possible d'avoir des orgasmes hypnotiques. Oui, j'ai pas vu ça. Ce sera peut-être l'occasion d'un tea time. Peut-être que je proposerai une métaphore hypnotique dans ce sens-là. On verra. Après, encore une fois, chacun dans son lâcher prise. On verra si pour certains ce sera l'occasion de cette expérience ou pas. Et donc, on peut parler un petit peu de quelques propos là qui nous sont amenés. Eh ben oui, parlons. Je regarde. Il y a beaucoup de partage. Bah, écoute. Écoute, qu'est-ce que je vois? Je vois que dans l'ensemble, les gens sont plutôt en accord. Finalement, l'état de notre sexualité nous révèle où nous en sommes par rapport à notre part d'ombre jungienne, à notre être libre, une conquête toujours à agrandir. Et en sachant que, je peux apporter un petit commentaire là-dessus, sachant aussi d'un point de vue jungien, la part d'ombre est quelque chose qui bouge aussi. On n'a pas, bien sûr, il y a un fond qui est lié à l'inconscient collectif familial, à l'inconscient collectif humain, qui fabrique la dimension de l'ombre. Mais la part d'ombre, elle bouge, elle change. On n'a pas la même part d'ombre quand on a 17 ans, quand on en a 60, parce que la part d'ombre, elle se construit aussi avec nos expériences et puis avec la façon dont ça se sédimente à l'intérieur de nous. Mais oui, là, quand je parle de rencontre avec soi dans la sexualité, c'est de rencontre aussi avec cette dimension-là de l'ombre à l'intérieur de soi. Et il y a aussi Vekleg Boss qui parle de finalement l'un des derniers espaces de liberté sans consumérisme. Sortir du normatif pour aller vers l'acceptation de soi, la rencontre de l'autre et la magie. Oui, tout à fait.
Tout à fait, c'est vraiment de ça dont il est question. C'est-à-dire que moi, j'ai beaucoup travaillé pour le livre sur l'orgasme thérapeutique. J'ai fait un retour aux écrits de Wilhelm Reich et, et Reich, c'est vraiment un discours sur la sexualité qui est un discours très 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 libéré. et, et donc Reich disait que notre absolue liberté, c'est vraiment notre rapport à la jouissance, notre rapport au plaisir, notre rapport à la sexualité. C'est là où le sociétal ne peut pas venir nous chercher. Ou alors, s'il vient nous chercher, c'est que là, on est dans la dictature absolue. Et d'ailleurs, petite parenthèse, j'ai relu aussi 1984 de George Orwell il y a peu de temps, et qui décrit, c'est une dystopie et qui décrit vraiment un univers très très dictatorial. Et dans les préceptes de cette dictature, il est dit nous abolirons l'orgasme. Donc, ce qui laisse bien entendre que voilà, c'est l'orgasme, c'est un espace de liberté et c'est un espace où on peut parler avec soi-même, avec l'autre. Encore faut-il que on puisse accepter cette dimension de transe profonde, partagée avec l'autre. C'est ça qui est important. Bien. Alors, on nous dit dans l'oreillette visuelle que nous sommes à 10 minutes de la fin de l'émission. Oui. On va dérouler le portrait chinois. Exactement. Voilà. Voilà. C'est le moment de nous expliquer voilà. Un petit peu ce que c'est. Alors, en fait, le portrait chinois, les réponses que vous avez apportées, alors bien sûr, tout ça, il faut les mettre en lien. Il faut faire un travail autour de ça parce que ça révèle des choses qui vont peut-être vous paraître évidentes et puis d'autres qui vous paraîtront pas évidentes. Mais quand c'est pas évident, ça nécessite d'être travaillé. Mais prenez-le comme un jeu. En fait, si votre sexualité était un animal, l'item 1, l'animal représente la pulsion. La pulsion ou les pulsions. Donc, l'animal que vous avez noté, c'est une représentation de votre pulsion sexuelle. Une plante ou un arbre, ça représente la persona, c'est-à-dire le masque, ce que vous laissez avoir de votre sexualité, ce que vous laissez penser aux autres de votre sexualité, sans que ça soit en correspondance avec ce qu'est votre sexualité réellement. L'item 3, une personne célèbre réelle, ça correspond à ce qu'on appelle en psychanalyse le moi idéal, c'est-à-dire, en fait, ce sont vos loyautés, c'est la façon dont vous êtes loyal à la manière dont on vous a dit que vous devriez être sexuellement. C'est en lien avec l'éducation, c'est en lien avec les projections qu'on a pu faire sur vous. Voilà, c'est comment vous avez concrétisé ça dans ce personnage-là. L'item 4, une personne célèbre imaginaire, eh bien là, c'est votre idéal du moi. C'est-à-dire, qu'est-ce que je veux pour moi dans ma sexualité? Qu'est-ce que je veux atteindre? Comment je décide pour moi et non pas en fonction de ce que les autres veulent? L'item 5, chanson ou genre musical, ça ne va pas vous étonner, c'est votre rapport à la sensualité. Et puis l'item 6, le fléau, eh bien c'est votre part d'ombre dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est la part de vous-même qui existe, que vous ne voulez peut-être pas voir. La plupart du temps, la part d'ombre en sexualité, elle est très liée à des dimensions sadiques. Il y a à l'intérieur de nous des dimensions sadiques qui existent. La question, c'est pas de les ignorer, de les mettre de côté, c'est peut-être aussi de les connaître, de les accepter, et puis aussi de jouer avec de manière créative ou autre, parce que dans l'animal, la pulsion, comme dans le fléau, la part d'ombre, il y a une énergie considérable. En général, le fléau, j'entends tempête, tsunami, volcan, attaque de cloporte ou je ne sais trop quoi, c'est-à-dire quelque chose qui est d'une très très grande énergie. Et ma question, c'est comment cette énergie de l'ombre, on peut s'appuyer dessus pour la transformer en lumière. Et ça, c'est un travail sur soi qui parfois est de longue haleine, mais c'est un travail qui existe. Donc voilà le lien qu'il y a avec ces 6 items. Eh bien, super, merci. Voilà. Je regardais si des gens avaient un petit peu partagé, mais en même temps, je comprends que cela fasse partie de l'intimité de chacun.
Bien sûr. J'espère que vraiment cela vous éclaire et que ça continue à faire vivre un petit peu votre imaginaire. Et c'est important de faire vivre le fantasme et l'imaginaire parce qu'effectivement de cet imaginaire va naître vos désirs en fait. Effectivement, c'est à cet endroit-là que ça se passe, bien que on vous le rappelle, vous avez le droit de ne pas en avoir en fait. Ou alors simplement de le déplacer dans autre chose, c'est la sublimation. C'est aussi la pulsion créative, cette Exactement. fameuse. Ah ouais. Alors, je t'interromps un peu, Laure, parce qu'il y a Laurent Lejeune qui dit: je ne vois pas trop la différence entre l'item 3 et 4. L'item 3, c'est un personnage qui n'existe pas. Par exemple, ça peut être l'item 3, pardon, si je commence à mélanger. L'item 3, c'est une personne célèbre réelle. Ça peut être quelqu'un... Ségolène Royal. Par exemple, Marion Cotillard ou Marie Curie ou Napoléon. C'est des personnes célèbres réelles. Et la personne célèbre imaginaire, par exemple, Astérix, c'est une personne célèbre imaginaire. Superman, c'est une personne célèbre imaginaire. Voilà, ce sont des personnages de fiction dans l'item 4. Alors que dans l'item 3, ce sont des personnages réels. Voilà, et c'est justement de voir le rapport entre les deux. Alors, petite indication très rapide. Souvent, quand je travaille ça en cabinet, je demande à mes patients comment l'item 3 et 4 peuvent-ils se dialoguer ensemble. Et par exemple, on peut avoir un dialogue entre Marie Curie et Betty Boop, par exemple. C'est toujours assez savoureux. On est dans le jeu, mais le jeu s'appuie quand même sur des dimensions qui sont en lien avec la libido, avec la sexualité et tout ça. Bien sûr. Il ne reste que 4 minutes. Donc, peut-être qu'on peut parler des liens qu'on voulait proposer. Oui, absolument, voilà. absolument. Voilà. Alors, juste une petite chose avant. Il y a une série. Il y a une série. On a parlé un petit peu de Master et Johnson. Vraiment pour les thérapeutes et les futurs thérapeutes, je recommande la série Masters of Sex. Qui raconte. Il y a 4 saisons, si je me souviens bien. Et ça raconte toute l'histoire de la construction de la sexologie à travers les travaux de William Masters et de Virginia Johnson. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Virginia Johnson était encore vivante au moment de la première saison et elle a apporté des éléments qui sont des éléments qu'on ne connaissait pas de leur relation à tous les deux. Donc, c'est vraiment une série très intéressante et déjà au niveau de la réalisation que je trouve vraiment très bien. Ah ouais, elle est super et puis elle est très très bien faite. Master of Sex, super. Pour cultiver votre imaginaire, il y a 2 livres, c'est une série de 2 livres que j'aime beaucoup qui s'appelle L'herbier sauvage. Je crois qu'il y a l'image qui va vous arriver. C'est un recueil en fait de témoignages qui ont été recueillis par Fabien Vellman et Chloé Cocholtet, je sais plus bien le dire. En fait, c'est plein de personnes en fait qui ont raconté des moments forts de leur vie érotique. Simplement pourquoi ? Parce que c'est un moment pour partager en couple ou tout seul de moments de la vie sexuelle très différents et c'est très très beau. En plus, c'est illustré aussi. On parlait tout à l'heure de nourrir un peu votre regard. Donc à chaque fois, c'est de la peinture, des illustrations très différentes. C'est super. Vraiment, je l'adore. Il y a Camille Emmanuel qu'on aime beaucoup, Alain Héril et moi-même qu'on adore, qui se définit elle-même comme journalope, qui a écrit plein de livres super comme Sex Power Month notamment, et qui a écrit un livre qui s'appelle Paris couche-toi là. Je crois qu'elle en a fait aussi une version à Berlin, je crois, hein, Berlin couche-toi là. Et en fait, c'est comme un guide Michelin, mais de l'Eros. Donc, tu as toutes les petites bonnes adresses et les bons plans un peu coquins. C'est assez rigolo à voir. Il y a une BD que j'aime beaucoup, qui s'appelle c'est l'histoire du sexe, qui est hyper bien documentée. Ça va vraiment, c'est l'histoire du sexe depuis l'Égypte antique. Et après, il y a plein de petits anachronismes qui sont très très rigolos, mais ça vous permet d'apprendre plein de choses très très sympas. Il y a une émission qui est marrante comme tout, qui est aussi présentée par Camille Emmanuel et par Monsieur Poulpe, qu'on appelle l'homme tout mou. Voilà, c'est devenu un podcast aussi maintenant qui s'appelle Crac Crac. Au départ, c'était sur Canal+, et maintenant c'est un podcast. Alors ça, c'est un petit peu plus grivois. Il n'empêche que c'est extrêmement documenté aussi. Il y a des invités sachants et savants à chaque fois.
Donc, c'est vraiment à écouter ou à voir. Quoi d'autre Bon, il y a toute la littérature, évidemment, du grand Alain Héril. Il y a Femme épanouie, il y a Homme épanoui. Je ne l'ai pas parce que je l'ai prêté à un copain qui, évidemment, ne me l'a jamais rendu. Le coquin. Il y a quoi d'autre? Il y a toute la Il y a le petit dernier. Il y a Sexualité humaine. C'est celui-là, le petit dernier? Oui, ouais. Ah, Sorti regarde. ouais, le livre du confinement, à lire en temps de confinement. À lire et à jouir en temps de confinement. Ouais, Il y a autre chose, je crois que tu avais un autre. Ouais, tu parlais de sexualité humaine, je sais pas si Oui, je parlais de ça dit. sexualité humaine que je trouve super. Voilà, Ouais. il y a toujours plein de petites choses. Ah, je Oui. vais devoir conclure. On est à la fin. Je te Moi, remercie beaucoup. il y a juste celui-là, Le mythe de la virilité d'Olivia Gazalet. Voilà, Ah, sur voilà. l'homme. Voilà. Super. Merci beaucoup, Alain, pour cette émission. Je me suis réjouie de la partager avec toi. Moi aussi. Ouais. Et puis, Voilà. on se retrouve bientôt. On se retrouve le 19 pour une autre émission sur les fantasmes. Et une autre le 22 avril pour une émission sur les rêves, dans cette approche freudienne et jungienne qui est la tienne, et chamanique aussi, je crois. Si j'ai bien Oui, on va compris. parler un peu du rêve chamanique. Ouais. Et voilà, donc si vous avez des images de rêves comme ça qui vous viennent et qui vous donnent, qui vous posent question, Alain, partagez-les nous, écrivez-nous et peut-être qu'Alain pourra les décoder avec vous. Comme disait Jean-Claude Duss, c'est le moment de conclure. Merci beaucoup pour ce moment. Je vous remercie beaucoup à tous pour ça. Demain, je vous rappelle que c'est un moment auto-hypnose avec Christophe Kinbiter et Franck Platzek. D'ici là, pensez à bien muscler, que vous soyez un homme ou une femme, votre périnée. C'est important pour vous et pour votre orgasme thérapeutique. Et comme on dit si bien chez Psynaps, d'ici là, faites ce qui fonctionne. Salut à tous. Salut Alain. Salut Laure.